Christian Bigot, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Communisme le centenaire. Alors le sous-titre est important aussi, Séduction et illusion. Pourquoi ce livre? Tout d'abord, ce livre s'explique par le centenaire, puisque le 25 octobre 2017, nous serons au centenaire de la grande révolution soviétique, celle qui a engendré le communisme. C'était un événement mondial, en raison du fait que les 100 dernières années, chacun s'est situé par rapport au communisme, soit pour le soutenir, voire y donner sa vie, voire y donner son espoir, soit au contraire pour un certain nombre d'autres, pour le combattre. C'est un événement extrêmement important qui a, j'allais dire, généré d'abord une extension de ce pouvoir. Le communisme s'est étendu sur 4 continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et même l'Amérique avec Cuba. Donc jusqu'aux années 1975-79, le communisme n'avait cessé d'accroître son emprise sur les populations qu'il gouvernait. Donc c'était un événement extrêmement important. Et ensuite, le communisme a délivré un message qui, il faut le dire, était un message de générosité. À chacun selon ses moyens, il est clair que tout un chacun pouvait être séduit par ce mot d'ordre et séduit par ce but, ce d'autant plus que le communisme se donnait comme but de contrer et vaincre le capitalisme, qui était notamment la lutte des classes, et donc le communisme visait à supprimer les classes sociales. Voilà, donc c'est un événement extrêmement important qui a concerné un grand nombre de citoyens dans le monde et qui a donné un message qui a eu une influence considérable sur la vie politique et notamment en France. En France, un grand nombre d'intellectuels ont souscrit selon des vagues historiques. C'est-à-dire, il y a eu la première vague quand le communisme est arrivé, il y a eu la seconde vague après 1945 du fait de la victoire de l'armée rouge contre le nazisme, il y a eu la troisième vague qui était l'anticolonialisme, et enfin, entre les deux, il y a eu la vague de l'anti-impérialisme, c'est-à-dire contre les États-Unis d'Amérique. Si vous voulez, c'est un ensemble de mots d'ordre, si je puis dire, qui ont séduit un grand nombre d'intellectuels français, et pas que français d'ailleurs, et qui a séduit aussi, il faut le dire, le corps électoral, puisqu'il faut rappeler qu'en 1945, le Parti communiste français était le premier parti de France. Alors merci beaucoup pour cette présentation. Pourquoi justement, en termes de vêtements et de messages, pourquoi ce livre? Alors pourquoi ce livre? D'abord, quand moi j'étais étudiant, élève, j'ai eu des professeurs qui m'expliquaient que l'avènement du communisme dans le futur était indubitable, en raison du fait que le marxisme se présentait comme une science, c'est-à-dire qu'il avait l'aura d'une science qui, de plus, donnait un objectif à une action qui était l'extension du régime communiste et donc, à terme, la suppression du capitalisme. Donc c'était, je le répète, un mot d'ordre considérable qui a bercé la jeunesse, notamment la mienne, qui se situait donc bien après la Seconde Guerre mondiale et essentiellement après les guerres coloniales de l'Indochine, de l'Algérie, qui faisaient que le communisme, à cette époque-là, était, pour un grand nombre d'entre eux, un grand nombre de citoyens, une idéologie d'espoir et de libération de l'homme. Naturellement, quand on regarde l'exercice du pouvoir dans les différents pays où le communisme s'est appliqué, c'est diamétralement l'opposé. Là où on devait abolir des classes, on a créé une nomenclatura qui avait une qualité de vie bien supérieure aux dirigeants des systèmes capitalistes. Là, on aurait dû abolir la lutte des classes, on a créé finalement une classe nouvelle, qui vivait beaucoup mieux que les autres, qui allait de Berioska, qui pouvait voyager, toute liberté qui était interdite à la grosse majorité de la population, qui de plus, majorité de la population, était soumise à un contrôle des polices politiques, qui, je l'indique, avaient un pouvoir absolu et contrôlaient la totalité des vies des citoyens qui étaient sous l'égide des partis communistes. Que ce soit le Parti communiste de l'Union soviétique, qui était naturellement le plus puissant,
mais aussi le Parti communiste allemand par la Stasi et tous les partis communistes qui existaient dans les démocraties populaires et qui existent encore aujourd'hui dans certains autres pays. Je n'indiquerai pas la Corée du Nord, c'est d'actualité, ça commence à être connu, mais également en Chine, et d'ailleurs vous le verrez, puisque l'année prochaine, le président Xi Jinping va demander le renouvellement de son mandat, et tout laisse à croire que le comité central du Parti communiste chinois voudra bien le lui renouveler, et j'ajouterai avec plaisir et spontanéité. Alors merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez un peu plus développer sur le contenu du livre, justement? Alors le contenu du livre, tout d'abord je commence à rappeler, parce que ça c'est un rappel, ce qu'est le communisme, c'est-à-dire ses fondements, un projet universaliste, une idéologie holiste, une hiérarchie d'organisation centralisée, c'est-à-dire que dans la réalité le pouvoir dans les régimes communistes est extrêmement centralisé, nonobstant les constitutions qui laissent paraître l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a le secrétaire général, le politburo et le comité central, qui sont, j'allais dire, une myriade d'institutions, mais qui dans la réalité est sous l'égide du chef. C'est d'ailleurs pas pour rien que dans tous les régimes communistes, il y a très souvent le culte du chef. Ensuite, autre caractéristique, le régime obtient un soutien inconditionnel de l'armée, de la police politique, c'est-à-dire essentiellement du KGB en Russie, mais dans tous les autres régimes, les polices politiques contribuent à asseoir le pouvoir, en raison du fait qu'il y a une peur dans ces régimes-là, en raison du fait que les polices politiques contrôlent, qui créent pour le citoyen une obligation de conformité. Autrement, si ce n'est pas le cas, c'est un dissident et il est poursuivi et éventuellement condamné comme tel. Ensuite, dans la vie sociale, il y a un syndicat unique, ce qui est normal, puisqu'il n'y a plus de lutte des classes officiellement, donc il n'y a plus d'antagonisme. Donc le syndicat est très lié au parti, ce qui explique que dans les régimes communistes, regardez en Chine, on marche au pas, en Corée du Nord, on marche au pas, car il y a un syndicat qui est le syndicat unique. Ensuite, les partis communistes ont des stratégies communes de prise du pouvoir. Et enfin, dans ces régimes-là, il y a une économie qui, dans la réalité, est double. L'économie officielle, celle que l'on mesure, par exemple en Union soviétique par le Gosplan, et par les instances officielles, qui est l'économie officielle, mais compte tenu des rigidités de la planification, cela crée, si je puis dire, une insatisfaction des consommateurs. C'est la raison pour laquelle se développe une économie souterraine ou occulte, si vous voulez, qui d'ailleurs permet au régime communiste de continuer à fonctionner. J'ai l'habitude de dire que dans ces régimes-là, on construit le communisme par les paroles, mais on le détruit par des actes. Et quelle est selon vous l'originalité de cet ouvrage? L'originalité de cet ouvrage, c'est qu'il fait le bilan de la totalité de la mise en œuvre des régimes communistes dans tous les régimes où il s'est appliqué, d'une part, et d'autre part, je vois, lorsque les régimes se sont écroulés, comment ils se sont écroulés, et s'il y a eu ou non des reconversions, et comment l'élite politique, qui, entre parenthèses, était une élite extrêmement cultivée. Le KGB en Union soviétique, c'est l'équivalent de l'École nationale d'administration. Donc c'était les plus cultivés. Ce sont d'ailleurs les mieux reconvertis. J'ai d'ailleurs plusieurs amis de cette époque-là qui sont rentrés dans le privé et qui exercent des fonctions tout à fait honorables, sans compter tous ceux qui, lors de l'écroulement de l'Union soviétique, ont pu bénéficier des privatisations que M. Helsinki a bien voulu instituer. Donc, si vous voulez, la nomenclatura de ces pays-là, et notamment l'Union soviétique que je connais mieux que les autres pays, était constituée par une élite qui était une élite à la fois politique, culturelle, intellectuelle, mais aussi financière, qui explique que lorsque les régimes se sont écroulés, elle était la mieux placée pour pouvoir en assurer la succession, c'est-à-dire passer d'un régime communiste auquel, dans la réalité, un grand nombre d'entre eux avaient cessé de croire depuis de nombreuses années, à un régime qui ne l'était plus. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Vladimir Poutine a fait condamner ceux qui, exagérément, j'allais dire, avaient pillé le peuple soviétique par des privatisations qui étaient à la limite du scandale.